Au fin fond de la région de Donetsk en Ukraine, un soldat russe se trouve dans une tranchée. Il est entouré d'autres soldats qui attendent tous l'ordre d'attaquer le dernier kilomètre jusqu'à la prochaine ville, hormis le vrombissement de minuscules hélices au-dessus de lui, qui ressemble au bruit d'un petit moustique. Le champ de bataille est calme. La contre-offensive ukrainienne a commencé. Le soldat tente de ne pas bouger pour éviter que les capteurs de reconnaissance du drone ne le détectent et n'en fassent une cible principale, mais les secondes s'écoulent avec une lenteur atroce. Pendant ces courtes minutes où le bourdonnement oscille, le monde, comme le soldat, reste immobile. Ensuite, il y a une détonation. Les hommes de la tranchée voisine n'ont pas eu autant de chance que le soldat qui est toujours en vie. Alors que le drone se retire pour être équipé d'une autre mine, le vrombissement des hélices s'atténue. Vous voyez, ni l'artillerie ni les missiles à longue portée ne bombardent les soldats russes. Au lieu de cela, de minuscules drones leur larguent des mines. Ironiquement, ces mines proviennent de Russie. En recyclant de vieilles armes au lieu d'en fabriquer de nouvelles plus puissantes, l'armée ukrainienne a considérablement amélioré la manière dont les guerres modernes sont menées. L'idée est d'utiliser les mines anti-chars, abondantes et fiables, de manière offensive plutôt que défensive. L'ATM-62 est une mine anti-char de l'époque soviétique, conçue pour être aussi simple et efficace que possible. L'ATM-62 pèse environ 9,5 kg et contient environ 7,7 kg d'explosifs, souvent du TNT. Elle ressemble à un disque métallique plat avec une mèche sur le dessus, comme une mine dans un dessin animé classique. Le bouton poussoir conventionnel est le plus courant des différents types de détonateurs fréquemment utilisés avec la TM62. En général, les ingénieurs mettent en place le TM62 et l'enfouissent un peu dans le sol. Pour accélérer le processus, un véhicule de pose de mine GMZ peut être utilisé. Un avion de pose de mine permet de recouvrir de grandes portions de terrain avec des mines. Bien que les Ukrainiens utilisent également des drones pour larguer les TM62 depuis les airs, la technique est très différente. En fait, il s'agit d'un autre exemple remarquable de l'ingéniosité ukrainienne pendant le conflit. L'Ukraine a commencé à utiliser les drones comme principal mécanisme de livraison de munitions au lieu des lanceurs conventionnels et de l'artillerie à longue portée, notamment comme tactique contre l'infanterie et les chars. L'idée de la guerre des drones n'est pas vraiment nouvelle. Lorsque les États-Unis et la Grande-Bretagne ont commencé à développer indépendamment les premiers drones militaires pendant la Première Guerre mondiale, cette idée a été proposée à l'origine. Les premières tentatives n'ont toutefois été que partiellement couronnées de succès. Les premiers drones n'étaient guère plus que ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de bombes planantes, qui sont des explosifs enfermés dans une enveloppe et placés dans un conteneur un peu plus aérodynamique, pouvant être largués par un avion ou volés de manière autonome. Ces bombes volantes n'étaient pas idéales en raison de leur taille et de leur manque de précision, notamment lorsqu'elles étaient utilisées au-dessus des troupes alliées en route vers l'ennemi. Il ne fallait pas oublier que ces bombes allaient leur faire un plongeon dramatique et entraîner des pertes catastrophiques dues aux tirs de leurs propres troupes. Au cours des décennies suivantes, le développement des drones est donc resté largement théorique. Vous êtes peut-être plus familier avec la conception des drones américains qui ont été largement utilisés au début du XXIe siècle, notamment pendant la guerre contre la terreur. Le General Atomics MQ-9 Reaper, un véhicule aérien sans pilote télécommandé, UAV, en a été l'un des modèles phares à presque tous les égards. Capable de porter et de lancer plusieurs missiles ou bombes depuis ses chariots à aile, le drone ressemble à un minuscule avion. Le succès du drone en Afghanistan était principalement dû au fait que l'ennemi ne disposait d'aucune défense aérienne ni d'aucune capacité de reconnaissance. Cela a permis aux drones de larguer avec succès leurs charges utiles et de voler pratiquement sans encombre dans l'espace aérien ennemi. Le conflit en Ukraine a toutefois une toute autre portée, ce qui nécessite un autre type de drone. Nous présentons le DJI Mavic, une série de drones commerciaux fabriqués en Chine. Ni l'industrie ni les conflits n'étaient les domaines d'application prévus pour ces drones. Ils devaient servir de caméra low-tech dans le ciel, être abordables et pouvoir transmettre des vidéos en direct à un appareil connecté. Ils ont été conçus pour une utilisation professionnelle, par exemple pour prendre des photos et des vidéos pour des événements ou des publicités. Mais il est vite apparu que ces minuscules drones seraient des armes extrêmement efficaces dans le conflit ukrainien. Ces minuscules drones quadricoptères peuvent être utiles pour obtenir des informations sur les formations et les mouvements de l'adversaire. Cela s'explique par le fait qu'ils sont plutôt silencieux, contrairement aux avions géants ou aux véhicules terrestres. En outre, ils sont maniables et, ce qui est peut-être le plus important, peu coûteux et disponibles en grand nombre. En général, même les versions les plus avancées du DJI Mavic coûtent moins de 2,0 $ américains. Compte tenu de la polyvalence du drone, c'est un prix absurdement bas pour un équipement militaire. C'est ainsi que les Ukrainiens ont commencé à utiliser le drone à d'autres fins que la collecte d'informations. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, les drones larguent des grenades ou des mines anti-chars derrière les lignes ennemies.
Ce dispositif mortel est relativement facile à développer. Il y a d'abord le simple drone quadricoptère, équipé d'un mécanisme de préhension, généralement fabriqué sur commande ou imprimé en 3D pour être le plus léger possible. Lorsque le drone est en vol stationnaire au-dessus de la cible, l'opérateur peut déclencher le système de préhension à distance en laissant tomber la charge utile. Alternativement, le drone dispose d'un système de verrouillage qui peut être libéré si nécessaire pour libérer la munition. Un drone plus grand peut également accueillir un plateau constitué d'une grille comme celle que l'on trouve dans les fours, fixée à un côté du drone par du ruban adhésif ou des sangles. Sur la grille, les mines étaient posées à plat. L'opérateur signale au drone de déverrouiller la grille lorsqu'il est prêt à utiliser la mine. En théorie, si la mine est larguée d'une faible hauteur, elle pourrait tomber à plat sur le sol. Cependant, le DJI Mavic, comme une mine anti-char, est un drone relativement petit qui ne peut pas transporter des dizaines de livres d'équipement. C'est pour cette raison que les Ukrainiens ont commencé à fabriquer des drones à l'intérieur de leur pays en utilisant des ressources importées. Le drone dit Vampire, également connu sous le nom de Baba Yaga, est le drone de ce type le plus répandu. La série T-Dagrat pour l'agriculture, un autre produit DJI, a servi de modèle pour ce drone. Les dernières versions des plus grands drones quadricoptères de la série Agra peuvent transporter jusqu'à 50 kg d'équipements agricoles et d'engrais. Des versions un peu plus anciennes, capables de transporter 50 à 100 livres d'équipements, sont toutefois idéales compte tenu de la taille des moyens de combat avec lesquels l'Ukraine travaille. Afin d'augmenter la portée opérationnelle des drones à quelques dizaines de miles, les Ukrainiens ont modifié le châssis Agra ou ont rétrogradé les drones pour y loger 6 ou 8 hélices afin d'amplifier le signal du drone et de permettre à de nombreux drones de combiner leurs signaux et leurs flux de données. Des antennes et des batteries supplémentaires ont été ajoutées aux conceptions de drones ukrainiennes. Par rapport au DJI Mavic original, les drones lourds sont désormais plus lents et nettement moins maniables en raison de l'équipement supplémentaire. En outre, cela réduit la charge utile maximale du drone qui, selon certaines informations, ne devrait pas dépasser environ 40 livres. Les drones peuvent désormais transporter des mines TM62 modifiées et une grande variété d'équipements supplémentaires, notamment des grenades, des obus de mortier et des composants de missiles anti-chars reconvertis. En outre, les coûts de fabrication de ces drones sont toujours bien inférieurs à ceux des drones spécialisés dans la recherche et la destruction comme le MQ-9 Reaper déjà mentionné. De plus, ces drones peuvent planer à une altitude de 1300 pieds, ce qui représente une limite d'utilisation nettement plus élevée. Nous en sommes donc là pour les drones, mais qu'en est-il des mines à proprement parler? Plusieurs modèles de mines sont actuellement utilisés, comme le montrent différentes images et vidéos qui font le tour des médias sociaux. Sur les premières images, des mines à peine modifiées ont été transportées par des drones afin d'être larguées directement sur la cible. La méthode la plus simple est inefficace car l'inertie et le poids élevé de la mine peuvent la faire dévier de sa trajectoire, surtout si le drone est lancé à haute altitude. Les Ukrainiens ont alors commencé à modifier les mines. La modification la plus populaire consiste à stabiliser la mine en ajoutant, pour ainsi dire, une queue à une extrémité. Pour rappeler les éventails, la queue est généralement fabriquée à partir d'un tube en PVC au bout duquel on coupe un morceau de bouteille en plastique. Grâce à son stabilisateur arrière, la fusée modifiée frappe généralement le sol en premier, ce qui fait tomber la mine presque verticalement et l'oriente. Différents détonateurs peuvent être utilisés à la place du détonateur de la mine, qui est généralement une plaque de pression destinée à activer la mine à des poids compris entre 150 et 500 kg. Le meilleur détonateur pour drone détecte les changements de pression atmosphérique ou d'impact, ce qui fait exploser la mine lorsqu'elle touche le sol. D'autre part, plusieurs vidéos indiquent que ces détonateurs ont été remplacés par des détonateurs conventionnels. Le fait que de la fumée s'échappe des mines lorsqu'elles sont larguées semble le confirmer, ce qui indique que le détonateur a été mis à feu bien avant l'impact. Grâce à cette multitude d'adaptations et à plusieurs systèmes de largage de drones, l'Ukraine a toujours réussi à garder une longueur d'avance sur la Russie. Le prochain drone peut utiliser un autre détonateur pour changer de tactique et créer plus d'incertitude si l'opposition semble avoir découvert un type de système. L'armée russe ayant une structure de commandement et une hiérarchie plus stricte que l'armée ukrainienne, cette tactique s'est révélée particulièrement efficace dans le conflit actuel. La majorité des stratèges occidentaux estiment en outre que l'armée russe n'est pas en mesure de s'adapter à des tactiques plus sophistiquées, plus contemporaines ou améliorées. En revanche, l'armée ukrainienne a été en grande partie formée par les puissances occidentales depuis la prise de contrôle de la Crimée en 2014, considérée comme l'un des éléments déclencheurs du conflit actuel. Les drones transportant des mines ne sont évidemment pas parfaits. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'absence d'une défense aérienne efficace et de capacité de détection par les insurgés locaux a été un facteur essentiel de l'efficacité des drones américains en Irak et en Afghanistan. En Ukraine, le scénario est essentiellement le contraire.
Pour les besoins de la défense nationale, on estime que la Russie dispose de systèmes de défense aérienne parmi les plus avancés au monde, peut-être même comparables à ceux des États-Unis. Les deux parties au conflit ont mené des attaques aériennes incessantes pendant le conflit ukrainien afin de prendre le contrôle de l'espace aérien. En outre, les Russes sont pleinement conscients des méthodes de drones que l'Ukraine peut utiliser, étant donné que la Chine importe également des drones agricoles en Russie, notamment le DJI Mavic et ses proches cousins. En outre, la Chine était l'alliée la plus proche de la Russie pendant la guerre. Selon certaines sources, la Chine a fourni des technologies et des armes à la Russie au mépris des sanctions occidentales, mais aucune preuve solide n'a été fournie à l'appui de ces affirmations. Par conséquent, la Russie a elle-même pris des mesures strictes contre les drones, tels que des détecteurs, des brouilleurs et des canons antiaériens capables d'identifier et de détruire les drones avant qu'ils n'atteignent leur cible. En outre, les actions ukrainiennes à proximité d'un conflit actif sont très dangereuses en raison du faible nombre de drones et du déplacement fréquent de la ligne de front à Donetsk. Les drones doivent ainsi parcourir de plus longues périodes et de plus grandes distances avant de pouvoir larguer leurs charges utiles, ce qui oblige les équipes d'opérateurs de drones à déployer leurs drones plus loin du front. La distance supplémentaire peut être compensée par l'ajout de packs de batterie aux drones vampires domestiques, mais l'effet est rapidement annulé par le poids du drone et de la mine qu'il porte. On estime qu'environ 8 drones ukrainiens manquent à leur cible parce que leurs batteries sont vides à chaque fois qu'un drone est abattu par la Russie. Toutefois, étant donné la multitude de moyens de combat que l'Ukraine peut utiliser avec eux, les drones qui parviennent à atteindre les positions russes peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Le rapport coût-efficacité est en fait la base de la guerre des drones en Ukraine. En particulier, les véhicules blindés ennemis ou d'autres équipements spéciaux sont généralement détruits par des drones équipés de mines anti-chars. Contrairement à leur cible, les drones sont aussi peu coûteux que possible. En Ukraine, les mines anti-chars sont disponibles par chargement de camions, bien que leur prix avoisine désormais les 10 000 $ l'unité. La production d'un char russe peut toutefois prendre beaucoup plus de temps et coûter des millions de dollars. On pourrait même affirmer que la Russie a abandonné le développement de son char de nouvelle génération en conséquence directe des développements de la guerre des drones. Le T-14 Armata, qui disposait de systèmes de guerre électroniques intégrés et de capacités d'attaque et de défense plus importantes, devait remplacer le T-86, mais il n'a jamais été construit. Cependant, seule une douzaine de ces chars ont été construits avant le début de la guerre. Les résultats n'étaient pas satisfaisants lorsque la Russie a envoyé les nouveaux chars en Ukraine. Les chars étaient de des pièces métalliques beaucoup plus coûteuses pour l'Ukraine qui pouvaient être attaquées avec un armement très bon marché car ils n'étaient pas beaucoup plus résistants que les T-90. La capacité de la Russie à financer la guerre prendrait bientôt fin si une simple mine anti-char larguée par un drone pouvait détruire un char de plusieurs millions de dollars pour une fraction du coût et en quelques jours. Il existe cependant un autre facteur de coût qui s'est avéré être un facteur important dans l'utilisation continue de drones par l'Ukraine pour le transport de mines et d'autres équipements de guerre. Ces drones peuvent être pilotés à une distance de 19,3 km. Sans mettre en danger leurs propres soldats, les Ukrainiens peuvent attaquer les positions d'infanterie ennemies. Les soldats qui meurent pour l'Ukraine coûtent bien plus cher que pour la Russie, étant donné que l'Ukraine représente moins d'un tiers de la population russe et peut-être moins de la moitié de l'armée active. Ce type d'utilisation de mines et de drones sur mesure offre une capacité d'adaptation qui va au-delà de l'élimination de soldats ennemis. En fait, la mine ne doit même pas exploser au moment de l'impact. La mine devrait pouvoir tomber d'une hauteur relativement faible sur le sol, où elle restera inactive jusqu'à ce qu'un véhicule ennemi passe dessus, à condition que le stabilisateur soit encore modifié. Les Ukrainiens peuvent placer des mines à des endroits derrière les lignes ennemies qui sont inaccessibles aux poseurs de mines conventionnelles en raison de leur technique de largage de mines. À Donetsk, cela a conduit à un style de combat basé sur les mines où les parties reculent et avancent à tour de rôle. L'armée russe doit se frayer un chemin le long des champs de mines présumés avant de pouvoir avancer avec ses chars et ses véhicules blindés. Dès que cela est fait, l'armée ukrainienne pose de nouvelles mines, généralement par voie aérienne, dans la même région. Un nouveau stock de mines est ainsi prêt à infliger des dégâts dévastateurs aux futurs convois russes qui arriveront ou séjourneront dans la région. Une fois de plus, l'utilisation de mines sur un convoi de véhicules est particulièrement efficace car le retrait du véhicule de tête laisse sa coque sur la route et empêche le reste du convoi d'avancer. Ces deux alternatives obligent les autres véhicules à battre en retraite ou à se dérouter, ce qui les rend plus vulnérables aux mines. De plus, comme les soldats sont des cibles faciles pour les attaques à longue distance des forces armées ukrainiennes, le temps et les risques liés au travail
travail humain nécessaire pour dégager le véhicule détruit ne valent généralement pas la peine. Les drones ne sont pas la seule méthode d'utilisation des mines TM62. Elles font aujourd'hui partie des moyens de combat les plus utilisés en Ukraine car elles sont largement répandues pendant le conflit en cours. Une TM62 a par exemple une puissance explosive plus que suffisante pour faire s'effondrer un bâtiment ou détruire une fortification ennemie. La mine devient un engin explosif que l'infanterie peut utiliser en cas de besoin si elle est équipée d'un détonateur à retardement. Il suffit à un soldat de s'approcher de la position ennemie, d'allumer le détonateur, de lancer la mine et d'éviter rapidement l'explosion qui en résulte. Dans des vidéos qui font le tour de Telegram, on peut voir plusieurs cas où des troupes utilisent la TM62 de cette manière. Pour le moment, les cibles principales dans les vidéos semblent être les maisons et les tranchées, où elles sont utilisées soit pour tuer l'infanterie qui y est stationnée, soit pour détruire des positions défensives. Ironiquement, les cibles des mines anti-chars ainsi déployées, que ce soit par drone ou par charge explosive, ne sont toutefois généralement pas des chars. Cela s'explique par le fait que même le plus gros drone Vampire ne peut transporter qu'une seule mine. Si le drone prend une voiture pour cible, ses munitions sont épuisées et il disparaît. En revanche, les obus de mortier ne pèsent généralement que quelques livres et les drones Vampire peuvent en transporter 3 ou 4 à la fois. Le drone peut mettre plusieurs minutes à se repositionner, à larguer son autre cargaison puis à décoller pour éviter la réaction de l'ennemi si un obus de mortier manque sa cible. Le rayon d'explosion plus important des mines est un autre facteur qui les rend inutilisables dans différentes situations. La mine produit une explosion bien plus importante que les munitions conventionnelles lorsqu'elle est utilisée comme charge explosive. Il y a une forte probabilité que l'opérateur soit pris dans l'explosion ou ses conséquences si le détonateur est réglé sur une courte durée, comme le montrent certains des films dans lesquels les Russes utilisent cette technologie. Cela signifie également que le drone doit voler au moins quelques centaines de pieds au-dessus de la cible lors des opérations de drone. L'altitude supplémentaire augmente la capacité de survie du drone, mais réduit considérablement la précision. Toutefois, la perte de précision lors du tir sur une cible en mouvement peut transformer l'ensemble de l'opération en une perte de temps et d'argent. En outre, larguer une mine anti-char sur un char n'est même pas l'utilisation optimale de l'arme. Cela peut sembler illogique, mais cela était lié à la conception des chars soviétiques. Tous les chars soviétiques de la série T jusqu'au T-90 le plus moderne disposent d'un blindage nettement renforcé sur et autour du véhicule. En raison de leur poids et de leur inertie, il est peu probable qu'une mine anti-char larguée par un drone touche directement le char. Même si la charge explosive est puissante, elle peut ne pas être suffisante pour détruire le char si elle le touche indirectement. Cependant, les armes principales des chars russes sont chargées par un mécanisme d'autochargeur. Grâce à cette disposition, les munitions sont stockées hors de portée de l'équipage dans un compartiment situé sous la tourelle principale. Le compartiment lui-même devient un point faible potentiel, même si cela permet au char de tirer plus rapidement et qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un membre d'équipage séparé pour recharger le char. Un obus de mortier qui tombe directement sur le châssis sous la tourelle ou une mine anti-char qui explose sous le char peut créer une onde de choc suffisamment puissante pour faire exploser les munitions du char car elles sont plus proches du sol. L'explosion qui s'ensuit peut détruire complètement le véhicule de l'intérieur en fonction de la quantité de munitions qui se trouvent encore dans le blindage du chargeur. C'est pour cette raison que les Ukrainiens ont ciblé les chars et les véhicules, notamment avec des drones DJI Mavic encore plus petits, équipés d'obus de mortier. Comme les petits drones sont beaucoup plus accessibles et faciles à remplacer, cette tactique améliore encore le rapport coût-efficacité en faveur de l'Ukraine. On estime que l'Ukraine perd 10 000 drones chaque mois et qu'un nombre équivalent se trouve dans le ciel ukrainien pendant le conflit. Cela illustre l'importance de la contribution des drones au combat moderne. Les drones sont utilisés à la fois comme des yeux dans le ciel et comme des armes qui larguent des bombes, notamment parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à remplacer que les hommes. Mais comment ces drones trouvent-ils leur cible? Il ne faut pas s'étonner que la réponse implique encore plus de drones. Les drones Vampire n'ont pas besoin d'être des drones d'attaque. Grâce à leurs antennes améliorées, ils sont de formidables amplificateurs de signaux pour les drones de reconnaissance à courte portée, une fonction que les Mavic de DJI peuvent facilement assumer si nécessaire. En outre, l'Ukraine possède sa propre entreprise qui fabrique des Skytans, des drones de surveillance à longue portée. L'armée ukrainienne a rapidement accepté le Skytan Rebirth 3, un drone développé en 2014 à des fins de renseignement et de reconnaissance. Le Rebirth 3 peut voler pendant plus d'une journée sans être rechargé et a une autonomie de plus de 1000 miles. Il peut en outre voler à environ 60 miles derrière les lignes ennemies pour repérer des cibles, puisqu'il lui suffit de se trouver à moins de 60 à 100 miles d'un centre de contrôle pour recevoir des ordres actifs. En outre, le drone peut voler jusqu'à 11 500 pieds d'altitude, ce qui lui permet de franchir facilement les systèmes de défense aérienne typiques qui recherchent les drones plus proches du sol. Un Rebirth abattu près de la région de Krasnodar à environ 200 km
km derrière la ligne de front au moment de la photo, a été présenté sur les médias sociaux russes. Cela suggère que le drone pourrait potentiellement s'aventurer beaucoup plus loin en territoire russe. Le Raybird 3 n'est toutefois qu'un composant du système de surveillance basé sur les drones de l'Ukraine. Les omniprésents DJI Mavic sont à nouveau chargés de la communication en temps réel. Grâce à cet appareil, l'Ukraine peut éventuellement surveiller les lignes d'approvisionnement russes ainsi que les activités existantes sur le front afin de rechercher des cibles potentielles. Les vampires et les drones plus petits, équipés de grenades, peuvent être utilisés pour des frappes répétées de largage si des cibles viables ont été trouvées. L'ampleur de la guerre des drones en Ukraine a des implications inquiétantes pour l'avenir des conflits actuels. Personne sur le champ de bataille ne serait à l'abri d'une mort aérienne si des dizaines de milliers de drones étaient coordonnés pour assurer une couverture en temps réel de presque toute la ligne de front. Pensez maintenant à la façon dont l'Ukraine a mal démarré. Le prix prévu pour le Raybird 3 est de 450 $ américains. C'est certes une somme considérable, mais ce n'est rien comparé au prestigieux MQ-9 Reaper qui coûte plus de 30 millions de dollars l'unité. L'utilisation réussie de drones en Ukraine pourrait facilement être imitée par une nation disposant d'un budget économique et de défense considérable, comme la plupart des membres de l'OTAN, afin de créer de véritables armées de drones par rapport aux forces armées actuelles de l'Ukraine et de la Russie. Les pilotes de drones pourraient bénéficier d'années de formation lors de simulations ou même dans des situations réelles. Ces facteurs pourraient et devraient motiver les pays de l'OTAN à réarmer rapidement leurs forces armées et à intégrer un grand nombre de drones. Étant donné que la Chine dispose d'une armée de 2,3 millions d'hommes et les États-Unis de seulement 1,3 million, la perte potentielle de vie de troupes amies lors de missions offensive sera probablement considérablement réduite par l'utilisation de drones. Cela pourrait être le facteur décisif dans la conduite de la guerre moderne. Le monde continuera à observer l'Ukraine l'année prochaine alors que la guerre des drones progresse, mais une plus grande offre de drones et de matériel militaire plus sophistiqué pourrait plus que compenser le manque de main-d'œuvre humaine. Peut-être les Ukrainiens développent-ils actuellement un vampire plus avancé, prêt à changer à nouveau le cours du conflit. Qu'en pensez-vous? Quel sera l'impact de la guerre des drones sur l'armée du futur et les drones sauveront-ils l'Ukraine dans ce conflit? Merci de nous regarder et de laisser un commentaire ci-dessous.